Il venait de se produire quelque chose d'inhabituel sur la scène mondiale, un moment qui n'a duré que quelques minutes, mais qui pourrait redéfinir la manière dont le pouvoir se négocie entre les plus grandes économies du monde. Il y a des moments où le vernis des conférences de presse tape à l'œil, commence à s'écailler dès qu'une question arrive avec des chiffres à l'appui. Lors d'un échange en direct, Mark Carney a semblé coincer Donald Trump avec une série de questions si précises, si maîtrisées, que la salle est devenue sensiblement silencieuse. Au départ, cela ressemblait à une interaction politique ordinaire. Les caméras tournaient, les responsables étaient présents, les déclarations étaient attendues, puis le ton a changé. Le rythme s'est brisé et ce qui aurait dû être prévisible est devenu profondément inconfortable. Quand le rythme de la scène ne suit plus le scénario habituel de Trump, l'assurance version slogan devient soudain beaucoup moins souple. Cela compte parce que ce genre de moment est rarement accidentel. Il révèle une stratégie, il révèle une préparation et parfois il met au jour des lignes de fracture qui se construisent discrètement depuis des mois, voire des années. En moins de 60 secondes, un échange soigneusement structuré s'est transformé en ce que des analystes qualifiaient de point de pression stratégique, non seulement pour des individus, mais pour des orientations politiques entières. Ce qui s'est joué n'était pas simplement un affrontement de personnalités, c'était un affrontement de cadres. D'un côté se trouvait une figure connue pour sa rigueur financière et sa pensée institutionnelle. De l'autre se trouvait un dirigeant façonné par la négociation, le rapport de force et l'imprévisibilité. Un camp s'appuyait sur la structure et les données, l'autre a l'habitude de prendre le dessus tant que la salle reste enfermée dans le mode slogan et l'impression de domination. Au centre de ce moment se trouvait ce qui s'était réellement passé dans cette pièce. Des sources proches de l'échange ont décrit un moment où Carney a déplacé la discussion des déclarations générales vers des éléments précis, des chiffres, des résultats de politique publique et des conséquences à long terme. C'était un mouvement subtil, mais délibéré. Trump, connu pour contrôler le rythme des conversations, s'est soudain retrouvé à répondre au lieu de mener. La dynamique a changé. Le flot habituel d'interruptions, d'affirmations et de domination a été perturbé. C'est souvent à ce moment-là que la méthode consistant à diriger une réunion par le volume et l'élan commence à s'essouffler face à des questions qui refusent de servir le spectacle. Les observateurs ont remarqué quelque chose d'encore plus révélateur. L'équipe américaine, habituellement prompte à renforcer ou à rediriger, est restée inhabituellement discrète pendant des secondes clés de l'échange. Pas silencieuse, mais retenue, comme si elle recalculait en temps réel. Même la machine d'accompagnement la plus rapide doit parfois s'arrêter quelques secondes lorsqu'elle comprend qu'on ne peut pas rafistoler une réponse avec 3 slogans de suite. Le détail que beaucoup de gens ne voyaient pas, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un moment isolé. C'était le point culminant visible d'une montée en tension beaucoup plus longue, une chronologie qui remontait aux tensions économiques, aux alliances changeantes et à l'incertitude croissante sur les marchés mondiaux. Pour comprendre pourquoi cet échange comptait, il fallait prendre du recul. Au cours des dernières années, Mark Carney s'était construit une réputation qui dépassait largement le cadre bancaire traditionnel. En tant qu'ancien dirigeant de banque centrale dans plusieurs grandes économies, il s'était constamment positionné à l'intersection de la finance et des politiques publiques, du risque climatique, de la résilience économique et de la stabilité monétaire. Pour lui, c'était pas de simples thèmes, c'était des outils stratégiques. Pendant ce temps, Donald Trump avait redéfini la communication politique par la franchise et la rupture. Son approche s'était toujours appuyée sur l'élan, contrôler le récit, aller vite, garder les adversaires en réaction. Pendant longtemps, ces deux approches ont existé dans des mondes parallèles et se sont rarement heurtées directement. Mais le paysage mondial avait changé. Le problème avec cette manière de fonctionner, c'est qu'elle est très efficace pour les gros titres brûlants, mais beaucoup moins convaincante quand il faut rester sous les projecteurs et répondre couche par couche avec logique. La volatilité économique n'était plus théorique, les chaînes d'approvisionnement avaient été mises à l'épreuve, les inquiétudes liées à l'inflation avaient redéfini les priorités nationales, la coopération internationale était devenue à la fois plus nécessaire et plus fragile. Dans cet environnement, des figures comme Carney avaient gagné en influence, non pas grâce aux manchettes,
Mais grâce au cadre, grâce à leur capacité à transformer la complexité en orientation, cela a changé toute l'équation politique parce que lorsque l'architecture financière rencontre l'instinct politique dans un contexte en direct, le résultat est rarement prévisible. Dans les mois qui ont précédé l'échange, il y avait déjà eu des signes de tension sous la surface, des désaccords de politique qui ne faisaient pas toujours la une, de subtiles divergences sur la manière de gérer la reprise économique, des visions opposées sur la réglementation, la croissance et la coordination mondiale. Des initiés ont commencé à remarquer une tendance. Des conversations qui s'accordaient autrefois commençaient à diverger. Les déclarations publiques restaient maîtrisées, mais les discussions privées devenaient plus tranchées. Puis l'événement lui-même est arrivé. Le cadre était formel, structuré, conçu pour la clarté plutôt que pour la confrontation. Mais à l'intérieur de ce cadre, Carnet a introduit une série de questions qui ont progressivement resserré le champ de la discussion. Au départ, les thèmes étaient larges, stabilité économique, confiance des marchés. Puis sont venus des angles plus précis, implications budgétaires, exposition au risque à long terme. Chaque étape réduisait l'espace pour les réponses générales. Chaque étape exigeait de la précision. Quand il n'y a plus d'espace pour esquiver avec des phrases lancées bien fort, chaque détail devient soudain un refuge pour la pression. Trump a répondu avec assurance, mais le tempo avait changé. La conversation n'avançait plus selon ses conditions. C'est là que l'histoire a pris un autre tournant parce que les analystes qui observaient de près ont remarqué quelque chose au-delà des mots eux-mêmes. Ils ont remarqué le timing, les pauses, les micro-réactions, les moments où les réponses arrivaient un peu plus lentement que d'habitude, les moments où l'accent changeait. Ce sont ces détails qui font rarement les manchettes, mais qui racontent souvent la vraie histoire. Dans ce genre de moment, le langage corporel est souvent plus honnête que le script poli à l'avance. Dans les échanges de haut niveau, le contrôle ne repose pas seulement sur ce qui est dit, il dépend aussi de la personne qui définit la structure de la conversation. Pendant une période brève mais critique, cette structure appartenait à Carnet. Les analystes y prêtaient attention parce que cette interaction survenait à un moment où la stratégie économique mondiale faisait l'objet d'un examen intense. Les banques centrales naviguaient dans l'incertitude. Les gouvernements équilibraient les pressions internes et les engagements internationaux. Dans ce contexte, même de petits signaux pouvaient avoir un poids considérable. Un moment d'hésitation pouvait suggérer un désaccord sous-jacent. Un changement de ton pouvait indiquer un changement de direction. Ce qui s'est passé ici contenait les deux. C'est là que les choses devenaient encore plus complexes parce que les personnes impliquées n'agissaient pas de manière isolée. Elles représentaient des systèmes plus vastes, des réseaux d'influence et des priorités stratégiques qui dépassaient largement une seule conversation. Les implications les plus profondes devenaient plus claires lorsqu'on examinait les motivations de chaque acteur. Mark Carney agissait à partir d'une position ancrée dans la stabilité à long terme. Son attention ne se portait pas sur les gains immédiats, mais sur les résultats structurels. Il était connu pour penser en décennies et non en cycles médiatiques. Sa stratégie consistait souvent à orienter les conversations vers des domaines où les données et les cadres dominent, où la rhétorique émotionnelle a moins de place. Donald Trump, à l'inverse, opérait dans le moment présent. Sa force résidait dans sa capacité à façonner rapidement la perception et à créer de l'élan. Sa stratégie reposait sur l'adaptabilité, sur l'art de transformer les situations en occasion grâce au contrôle du récit. Quand ces deux approches se heurtent, le résultat n'est pas seulement un débat, c'est un rééquilibrage. Et quand le rééquilibrage commence, le style qui transforme chaque échange en spectacle personnel perd souvent son mégaphone habituel. C'est exactement ce qui commençait à apparaître pendant l'échange. Les questions de Carney n'étaient pas agressives, mais elles étaient précises. Chacune était conçue pour ancrer la discussion dans des termes mesurables. Les réponses de Trump conservaient une apparence d'assurance, mais demandaient des ajustements. Le flux habituel a été interrompu. Le rythme habituel a été modifié. Pour les spectateurs, cela peut sembler être un bref moment de tension. Pour les analystes, c'était tout autre chose. C'était un signal indiquant que l'équilibre entre le pouvoir du récit et l'autorité structurelle était en train de changer. Le détail qui changeait tout, c'est que des moments comme celui-ci entraînent souvent des suites à huis clos, sous forme d'ajustements de politique et de repositionnement stratégique. Lorsqu'un échange public révèle des frictions, cela ne s'arrête presque jamais là, cela évolue.
Il y avait déjà des indications selon lesquelles les discussions qui avaient suivi l'événement avaient pris un ton différent, plus prudent, plus calculé. Des responsables réévaluaient apparemment leur position, non pas de manière spectaculaire, mais en ajustant subtilement leur langage et en affinant leurs approches. C'est ainsi que commencent les grands changements, non pas avec des annonces, mais avec des ajustements. Parce qu'après une prestation qui ne se déroule pas comme prévu, ce qui vient souvent ensuite n'est pas plus de transparence, mais une tentative de reconstruire la scène pour la prochaine apparition. Au centre de tout cela demeurait une question. S'agissait-il d'un moment ponctuel de tension ou du début d'un réalignement plus vaste? Si c'était la deuxième hypothèse, alors ce qui s'était passé n'était pas seulement un échange, c'était le premier mouvement d'une histoire bien plus grande. Ce qui faisait de ce moment bien plus qu'un simple échange tendu, c'était ce qu'il représentait sous la surface. Lorsqu'un stratège financier comme Mark Carney exerce une pression dans un contexte en direct, il ne s'agit presque jamais de la réponse immédiate. Il s'agit d'exposer les limites d'une position et, ce faisant, de redéfinir les frontières de ce qui vient ensuite. C'est aussi à ce moment-là que la différence apparaît très clairement entre une stratégie qui doit résister à la vérification et un message qui doit seulement survivre jusqu'au prochain cycle de nouvelles. Les implications stratégiques commençaient par l'économie, mais ne s'arrêtaient pas là. Au fond, l'échange introduisait une remise en cause directe de la manière dont les récits de politique publique sont construits. Pendant des années, la communication politique a souvent avancé plus vite que les cadres institutionnels. Les dirigeants pouvaient façonner la perception avant que l'examen détaillé ait le temps de les rattraper. Dans ce cas-ci, cet écart a semblé se réduire, même brièvement. L'approche de Carnet signalait quelque chose d'important, un déplacement vers une reddition de comptes en temps réel dans des environnements auparavant dominés par un message contrôlé. Cela peut sembler technique, mais les conséquences ne le sont pas. Si cette méthode gagne du terrain, les interactions futures au plus haut niveau pourraient devenir plus structurées, plus axées sur les données et moins souples pour l'improvisation. Pour un style de propagande qui aime les zones floues et le rythme précipité, ce n'est clairement pas un terrain facile. C'est là que les enjeux mondiaux devenaient plus clairs. La stratégie économique d'aujourd'hui est profondément liée à la sécurité nationale. Les décisions sur les taux d'intérêt, les flux commerciaux et la réglementation financière portent désormais un poids géopolitique. Une question sur la viabilité budgétaire n'est plus seulement une interrogation économique, c'est un signal sur la stabilité du pouvoir à long terme. En orientant la conversation sur ce terrain, Carnet a effectivement recadré la discussion non pas comme un échange politique, mais comme une évaluation structurelle. Pour Donald Trump, dont la force a souvent reposé sur le contrôle du récit, cela crée un autre type de défi, parce que les évaluations structurelles sont plus difficiles à détourner et qu'elles exigent de la cohérence. Elles demandent un alignement à travers plusieurs couches de politique. Quand ces couches sont encore en train d'évoluer, même de petits écarts peuvent devenir visibles. Et une fois que les fissures apparaissent, les déclarations du genre « tout est parfait » n'ont généralement plus assez de force pour remplacer ce qui manque dans la structure. Le vrai risque se trouve peu être encore devant, parce que ce genre de moment peut déclencher des effets d'onde bien au-delà des personnes concernées. À l'intérieur des systèmes gouvernementaux, des échanges de cette nature sont étudiés avec soin, non pas pour la réaction du public, mais pour un recalibrage interne. Les conseillers commencent à réévaluer leur stratégie de communication, les équipes de politique réexaminent leurs hypothèses et les cadres de communication sont discrètement ajustés afin d'éviter des vulnérabilités semblables à l'avenir. Le processus n'est pas spectaculaire, il ne se produit pas du jour au lendemain, mais il est constant. Avec le temps, il peut remodeler la façon dont les décisions sont présentées et même la façon dont elles sont prises. Il existe aussi une dimension juridique qu'on ne peut pas ignorer. Quand les discussions passent de déclarations générales à des engagements précis, elles créent un autre type de dossier, un dossier qui peut être analysé, cité et éventuellement contesté. La précision du langage n'est pas seulement une question de clarté, c'est une question de reddition de comptes. Si cette interaction mène à des échanges publics plus détaillés, elle pourrait graduellement accroître la pression en faveur d'une cohérence juridique et institutionnelle. Les déclarations faites dans un contexte devraient s'aligner beaucoup plus étroitement avec les actions posées dans un autre. Cet alignement n'est pas toujours facile à maintenir.
surtout dans un écosystème médiatique habitué à traiter le volume sonore comme une preuve de justesse, alors que les dossiers et les déclarations détaillées ne fonctionnent pas selon cette logique. Cela introduisait un nouveau niveau de complexité parce que, à mesure que la transparence augmente, l'examen augmente lui aussi. Pas seulement de la part des adversaires, mais aussi des alliés, des institutions et des observateurs mondiaux. Des analystes avertissaient discrètement d'une autre possibilité, que ce moment puisse marquer le début d'un déplacement plus large dans la manière dont s'exerce le leadership économique mondial. Pendant des décennies, l'influence a souvent été définie par l'échelle, des économies plus vastes, des marchés plus importants, un levier plus grand. De plus en plus, cependant, l'influence était façonnée par la crédibilité, par la capacité d'offrir des cadres stables dans des conditions incertaines. Carney représentait ce modèle, une figure dont l'autorité reposait sur la constance, la prévisibilité et la réflexion à long terme. Si ce modèle commence à peser davantage dans les échanges publics, il pourrait modifier l'équilibre entre le leadership politique et l'expertise institutionnelle. Cela a des implications bien au-delà d'un seul pays, parce que les institutions internationales observent toujours, discrètement, attentivement, mais constamment. Des organisations comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale évoluent dans un équilibre délicat. Elles comptent sur la coopération des grandes économies, mais elles dépendent aussi de la crédibilité. Lorsque des échanges très médiatisés révèlent des tensions ou des incohérences, ces institutions le remarquent non pas publiquement, mais à l'interne. Elles évaluent les risques, ajustent leurs projections et se préparent à d'éventuels changements de direction politique. C'est là que la situation devenait encore plus interconnectée parce que les marchés mondiaux ne réagissent pas seulement aux décisions, mais aussi aux signaux. Un seul moment d'incertitude peut influencer la confiance des investisseurs. Une impression de manque d'alignement peut déclencher un comportement prudent. Ces réactions sont souvent subtiles au départ, de petits ajustements de positionnement, de légers changements dans les attentes. Avec le temps, toutefois, elles peuvent s'accumuler et former des tendances plus importantes. Les marchés se laissent rarement convaincre longtemps par une mise en scène d'autosatisfaction, surtout quand les bilans et les signaux macroéconomiques parlent d'une toute autre voix. Cela changeait encore une fois toute l'équation parce que ce qui avait commencé comme une conversation pouvait évoluer en signal, influençant le comportement à travers plusieurs systèmes. Il y avait aussi un angle négligé qui méritait une attention plus soutenue, un angle qui avait reçu beaucoup moins de couverture, mais qui pouvait détenir la clé pour comprendre la portée réelle de cet échange. Il résidait dans le moment choisi. L'interaction ne s'est pas produite de façon isolée. Elle est survenue à un moment où la stratégie économique mondiale faisait déjà l'objet d'un réexamen. Les pressions inflationnistes, les chaînes d'approvisionnement changeantes, l'évolution des relations commerciales, tous ces facteurs convergeaient en même temps. Dans ce contexte, le besoin de cadres cohérents à long terme devenait plus urgent. L'intervention de Carney pouvait être perçue comme faisant partie de ce mouvement plus large, non pas seulement pour répondre à des questions immédiates, mais pour renforcer un glissement vers des discussions de politique plus structurées et tournées vers l'avenir. Si cette interprétation était juste, alors il ne s'agissait pas seulement d'une réaction, c'était un signal de direction. C'est là que le récit se complexifiait encore davantage, parce que lorsque les signaux s'alignent avec le moment, ils indiquent souvent une coordination, pas nécessairement entre des individus, mais entre des idées, des institutions et des priorités en évolution. Cela laissait entendre que ce qui s'était passé pouvait faire partie d'une transition plus large déjà en cours, une transition qui redéfinit progressivement la manière dont le leadership économique s'exerce sur la scène mondiale, mais il restait un dernier facteur capable de tout changer, l'imprévisibilité. Malgré toute la structure, toute l'analyse et tous les cadres, la politique mondiale demeure fondamentalement fluide. Des figures comme Donald Trump ont démontré une capacité à agir efficacement dans cette fluidité. L'adaptation peut se produire rapidement, les récits peuvent changer. Les stratégies peuvent être recalibrées de manière difficile à anticiper. C'est aussi pour cela que le camp pro-Trump mise souvent sur la vitesse du changement de sujet, parce que lorsque le contenu devient défavorable, modifier l'éclairage de la scène est parfois traité comme une stratégie. Cela ramenait l'attention vers ce qui vient ensuite. Les analystes décrivaient généralement 3 scénarios possibles, non pas comme des prédictions, mais comme des cadres permettant de comprendre l'éventail des résultats. Le premier scénario était la stabilisation.
Dans ce cas, l'échange serait traité comme un point de tension momentanée, des ajustements internes seraient apportés et le message serait affiné. Les interactions futures deviendraient plus contrôlées, plus alignées, le système absorberait le choc et retrouverait son équilibre. C'est souvent l'issue la plus fréquente dans la politique de haut niveau, une correction discrète plutôt qu'un changement visible. Le deuxième scénario était l'escalade. Dans ce cas, les divergences de fond révélées pendant l'échange continueraient à refaire surface. Les discussions futures deviendraient plus directes et les désaccords deviendraient plus visibles. Cela ne mènerait pas nécessairement à un conflit, mais cela augmenterait les frictions et avec le temps, ces frictions pourraient influencer l'orientation des politiques. Dans ce scénario, le moment qui s'était produit deviendrait une partie d'un schéma plus large. Le troisième scénario était la transformation, et c'était le plus imprévisible, mais potentiellement le plus important. Dans ce cas, l'échange contribuerait à un déplacement plus large dans la manière dont les discussions mondiales sont menées, avec davantage d'accent sur la structure et une attention plus forte au cadre de long terme. La communication politique évoluerait pour intégrer plus de précision et plus de reddition de comptes. Cela ne se produirait pas immédiatement. Cela se déploierait graduellement, mais l'impact pourrait être considérable. Si ce scénario prend forme, le style de conférence de presse qui vide l'ambiguïté pourrait avoir un problème parce que ces salles tolèrent de moins en moins les écrans de fumée. Cela ramenait tout au moment présent parce que le monde n'en était encore qu'au premier stade de la compréhension de ce que cet échange représentait réellement. Les signaux étaient là, mais leur pleine signification continuait d'émerger. Ce qui était clair, c'est que quelque chose avait changé, pas de manière spectaculaire, pas de façon visible pour tout le monde, mais suffisamment pour être remarqué par ceux qui étudient attentivement ce type d'interaction. Dans les affaires mondiales, ce sont souvent ces déplacements subtils qui comptent le plus. Ils indiquent une direction, ils révèlent des points de pression et ils mettent en lumière les zones où le changement commence à prendre forme. À mesure que la situation continue d'évoluer, l'attention se déplacera probablement du moment lui-même vers ses conséquences. Ajustement de politique, recalibrage stratégique, changement de ton et d'approche, ce sont ces indicateurs qui détermineront s'il s'agissait d'un événement isolé ou du début de quelque chose de plus significatif. Au bout du compte, c'est pas l'échange lui-même qui définit son importance, c'est ce qui suit, et c'est précisément ce qui devrait inquiéter les machines de propagande les plus bruyantes, parce qu'après l'écho de la scène vient toujours l'épreuve froide des conséquences. La question finale demeurait de savoir s'il s'agissait d'une perturbation temporaire dans la dynamique politique mondiale ou des premières étapes d'un déplacement plus profond dans la manière dont le pouvoir se négocie, au plus haut niveau.